Ravi de vous retrouver sur LCP. La prise en charge des enfants en situation de handicap continue de se dégrader en France. Près de 5000 élèves dans ce cas n'avaient pas à la rentrée scolaire d'accompagnante ou d'accompagnant. C'est 35% de plus que l'an dernier. Alors que faire dans le contexte budgétaire que l'on connaît? Que propose la ministre? Elle était justement auditionnée à l'Assemblée nationale. Elle a été entendue par la commission d'enquête qui planche sur les défaillances dans la prise en charge du handicap et de la santé mentale. C'est le champ complet de cette commission. La séance est ouverte. Tout de suite, Charlotte Lecoq-Parmentier face aux députés. Nous poursuivons les auditions de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap et les coûts de ces défaillances pour la société. Je vous souhaite la bienvenue, Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée auprès de la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Madame la ministre, je vous remercie de vous être rendue disponible. Vous occupez cette fonction chargée des personnes handicapées depuis septembre 2024. Les auditions que nous menons depuis 2 mois montrent que malgré des moyens importants et croissants déployés pour l'accompagnement et la compensation du handicap, il reste des défaillances assez nombreuses. Je vais vous donner la parole pour un propos liminaire de 10 minutes. Ensuite, nous aurons un échange. Mais auparavant, je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous donne la parole pour votre propos liminaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. D'abord, je veux vous remercier de mettre le projecteur sur les politiques publiques liées au handicap et à la santé mentale, puisque ce sont des politiques essentielles qui bénéficient pas toujours beaucoup de mise en lumière auprès des médias de manière générale, excepté pour relever des points de dysfonctionnement en particulier, et peu souvent pour valoriser au contraire les avancées qu'il peut y avoir et la puissance de l'engagement de l'État pour soutenir nos concitoyens en situation de handicap. Et également pour, de façon générale, même s'il y a des améliorations qui ont pu être vues, apporter une vision positive des personnes en situation de handicap. Donc, ce que je voulais vous dire en préambule, c'est que nos politiques publiques à destination des personnes en situation de handicap, elles s'inscrivent pleinement dans l'esprit de la loi de 75, puis de la loi de 2005, et ensuite de la ratification par la France de la Convention des droits des personnes en situation de handicap de l'ONU, qui consiste à faire en sorte que nos concitoyens qui sont en situation de handicap puissent bénéficier pleinement de leur statut de citoyen, puissent exercer leur vie et leurs droits de citoyen, et que nos politiques visent à permettre la libre expression, l'autodétermination aussi. C'est un élément fondateur important de nos politiques et qui est important aussi à prendre en compte en matière de santé mentale, de permettre et de faire en sorte que les personnes en situation de handicap déterminent elles-mêmes leur projet de vie et tout ce qui le compose, tout ce qui l'entoure, et que les politiques permettent de soutenir ce projet de vie autour de la volonté même exprimée par les personnes. Alors, je dirais en préambule que ce sont des politiques qui sont très vastes, qui touchent à tous les pans de la vie, aussi bien de la vie quotidienne que de la vie citoyenne, que de l'éducation, de l'emploi. Et donc ce sont des politiques qui sont par essence même très interministérielles. Et je veux vous dire l'engagement du gouvernement et de mes collègues au gouvernement, chacun dans leur feuille de route,
à porter les objectifs et les ambitions qui sont les nôtres. C'est des politiques aussi qui sont parfois complexes dans leur mise en œuvre, dans leur pilotage, parce qu'elles impliquent aussi de nombreux acteurs, notamment les départements, qui ont eux-mêmes leur approche et leurs orientations politiques. Donc il y a aussi toute une recherche de partenariat, de discussion, de négociation pour faire relier les orientations et les impulsions politiques données au niveau national avec les orientations et les volontés politiques locales en réponse aux besoins identifiés au plus près de nos concitoyens sur les territoires. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que la volonté du gouvernement et qui a été très portée depuis 2017 par le président de la République est de pouvoir apporter un grand nombre de réponses aux enjeux qui sont liés aux ambitions portées par les textes que je vous ai cités en préambule. Se compose de plusieurs axes. Je dirais que s'il fallait citer peut-être des politiques un peu majeures et fondatrices dans nos approches, il y a vraiment celle de la réponse de solutions. Apporter des solutions d'accompagnement aux personnes en situation de handicap. Et je veux vous dire ici que moi, je suis pleinement consciente de la souffrance que peuvent ressentir les personnes en situation de handicap ou leurs proches face à l'absence de réponse dans certains cas, qui restent encore trop nombreux de mon point de vue, à mon sens, et nous œuvrons. Nous mettons tout en œuvre, on pourra y revenir aussi dans nos échanges, notamment sur ce que ça veut dire en termes de budget, pour pouvoir progressivement pallier à ces manques et apporter ces réponses. Donc on peut citer la politique des 50 000 solutions qui a été annoncée par le président de la République en 2023 à l'occasion de la Conférence nationale du handicap, pour pouvoir créer des solutions d'accompagnement qui soient les plus sur mesure pour les personnes, et aussi bien les enfants que les adultes. Et donc ça renvoie à un panorama assez large de solutions qui sont ensuite discutées, dialoguées, paramétrées avec les départements que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce sont des politiques qui sont ensuite pilotées localement par les ARS et les départements. Et j'ai voulu qu'on puisse apporter le plus de lisibilité possible à nos partenaires des départements en organisant des comités de pilotage et de suivi pour qu'on puisse regarder département par département où on en était. J'ai voulu aussi qu'on ait une attention particulière aux Outre-mer, qui sont des territoires pour lesquels il y a un retard encore important en matière de réponse aux personnes en situation de handicap, et on pourrait dire particulièrement à Mayotte, évidemment. C'est pourquoi je me suis rendue dans la plupart de nos départements ultramarins. Il y en a encore certains que je dois visiter, mais je me suis rendue à Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, pour travailler avec les collectivités territoriales, avec les départements ou les collectivités territoriales en charge de la politique du handicap localement, à des conventions entre l'État et les départements pour booster, soutenir la création de nouvelles solutions, en particulier sur ces départements, en appui des discussions menées par l'ARS et les départements. Cette politique des 50 000 solutions, elle a été lancée à la fin de l'année 2024, le temps de mettre en œuvre dans la loi et dans les textes et dans les faits les promesses portées par le président. On s'est fixé un objectif pour 2025 d'atteindre 15 000 nouvelles solutions. Dans les derniers recueils de chiffres que j'ai pu avoir, on a dépassé les 12 000 et on est très confiant pour atteindre les 15 000 cette année comme prévu, parce qu'il y a vraiment une mobilisation très forte des ARS et aussi de nombreux départements pour créer ces réponses. Et je veux vous dire que dans le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2026,
bien que ce soit dans un contexte très contraint financièrement que vous connaissez bien. La volonté du gouvernement a été de maintenir cette dynamique d'effort en poursuivant la construction de nouvelles solutions et donc en allouant à peu près le même budget qu'en 2025 pour créer de nouvelles solutions, celles-ci plus coûteuses, parce qu'on va aller là sur des solutions plus complexes, plus lourdes, notamment pour les enfants à double vulnérabilité, à l'ASE et en situation de handicap, ou d'autres solutions qui nécessitent aussi de l'investissement dur pour apporter ces réponses. Et donc la volonté, c'est de pouvoir continuer vraiment cette dynamique. Et puis, je dirais que la particularité aussi de cette politique, c'est de créer des solutions en faisant cette transformation de l'offre. C'est le terme un peu peut-être jargonneux que nous utilisons avec les établissements sociaux et médico-sociaux, mais qui consiste à se dire que nous ne créons pas simplement des places de masse ou d'IME ou que sais-je pour proposer aux personnes, mais nous construisons avec les professionnels du médico-social des réponses qui doivent être le plus sur mesure aux attentes et aux aspirations des personnes. Donc c'est vraiment se mettre dans une posture d'accompagnement de cette autodétermination que nous appelons de nos voeux. Et ça s'accompagne aussi de dispositions comme celle de la communication alternative améliorée, dont j'ai donné instruction qu'elle soit déployée dans les établissements sociaux et médico-sociaux, pour qu'on puisse garantir de chercher l'expression et la volonté des personnes en situation de handicap qui, de par leur handicap, ne peuvent s'exprimer oralement ou ont des complexités pour cela et pour lesquelles la communication alternative améliorée est un outil important. Tout ça s'accompagne aussi de stratégies de suivi, de lutte contre les maltraitances. J'ai souhaité qu'on y prête une attention particulière en étant vigilant à identifier lorsqu'on peut identifier des risques de maltraitance ou des risques de violence aussi faites aux femmes, en particulier en situation de handicap, ou parfois aussi aux enfants qui font partie des publics les plus vulnérables au regard aussi du handicap. Donc tout ça, ça s'accompagne aussi de politiques qui visent à soutenir et à protéger ces personnes. Et puis, dans les orientations aussi principales autour de ces politiques, il y a les engagements que je prends aussi avec mon collègue ministre de l'Éducation nationale et auparavant avec Elisabeth Borne sur le déploiement de solutions pour l'école inclusive. Notre volonté, c'est vraiment de permettre que chaque enfant trouve sa place au sein de l'école, mais que cela soit fait évidemment avec les ressources dont on a besoin pour lui permettre le meilleur accompagnement, c'est-à-dire avec de l'appui du médico-social auprès de l'école ou en partenariat avec l'école lorsqu'il s'agit d'organismes comme par exemple les IME dont on souhaite qu'ils travaillent étroitement avec les équipes éducatives et avec le ministre de l'Éducation nationale. Nous allons, à l'occasion du prochain Conseil national pour l'école inclusive, réaffirmer cette volonté pour l'école inclusive, tout en soutenant les enseignants, en leur apportant la formation et les ressources dont ils ont besoin, ainsi qu'en soutenant les AESH, dont nous continuons à augmenter le nombre de personnes recrutées. Et en continuant aussi à créer, parmi les nouvelles solutions que j'évoquais tout à l'heure, des solutions d'accompagnement dans l'école avec les unités externalisées, par exemple dédiées aux enfants autistes, ou des solutions partagées entre des temps au sein d'organismes comme les IME et l'école. Ça s'accompagne aussi de politiques engagées envers l'emploi des personnes en situation de handicap, avec un travail avec les entreprises et tout le service public de l'emploi pour intégrer le plus possible les réponses d'accompagnement des personnes en situation de handicap dans l'entreprise,
Et nous travaillons aussi de plus en plus en intégrant l'AGFIP de manière à ce qu'on puisse garantir une offre vraiment de soutien aux entreprises tout en communiquant en permanence sur l'ouverture vers l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est l'objet du duodé auquel vous participez également, mais aussi de l'ensemble de nos politiques en faveur de l'emploi. Et c'est ce qu'attendent aussi les personnes en situation de handicap. Je pourrais citer la politique de logement, la santé, mais vraiment le pan est très large. Et je crois que vous souhaitiez qu'on revienne aussi sur des questions plus précises que vous avez bien voulu nous communiquer sur toute la stratégie de simplification aussi des démarches administratives. Merci Madame la Ministre. Alors pour ma part, j'aurais quelques questions avant celle du rapporteur. Je sais que vous avez fait un tour de France cet été et qu'il y a un certain nombre de mesures qui en sont issues. Je voudrais revenir sur notamment les MDPH. Parce qu'en 2018, nous avions fait une enquête dans nos propres départements pour regarder d'un peu plus près la rédaction, les demandes de dossiers, de pièces justificatives et les délais, qui étaient quand même assez conséquents, qu'on avait réussi à faire abaisser juste avant le Covid et puis qui ont repris une pente ascendante depuis le Covid, avec une persistance de demandes de dossiers compliqués, renouvelés de façon annuelle pour des handicaps stabilisés qui embouteillent le système. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à bousculer le système pour, d'une part, avancer beaucoup plus vite sur ces facilitations de dossiers, sur un entretien, je dirais, physique aussi avec les familles de personnes handicapées, parce que ça me semble être la porte d'entrée et vraiment quelque chose qui pèse beaucoup sur les familles. La deuxième chose, c'est sur, vous parliez de l'école inclusive, on a un petit sujet quand même sur le nombre, parce qu'on a auditionné à DGESCO qui nous dit 520 000 enfants aujourd'hui scolarisés, sauf que ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est à quel taux ils sont scolarisés, puisqu'il y a des enfants qui n'y vont que 2 heures par semaine, quand d'autres y vont à mi-temps et d'autres à 3/4 de temps. Donc ça change aussi la donne. Je voudrais revenir aussi sur les AESH. On a mis en place ce système, on l'a amélioré en essayant de faire des AESH à temps complet sur un même lieu avec un temps de formation. On a quand même encore un souci sur l'attractivité de ce métier, la difficulté étant d'une part de prendre en charge des handicaps différents et ensuite le positionnement par rapport aux enseignants. Donc ça donne aussi une espèce d'inquiétude par rapport effectivement à l'inclusion, je dirais, du médico-social dans les classes, du fait du nombre d'intervenants, mais aussi du fait du rapport des intervenants les uns avec les autres. L'autre chose, c'est par rapport à l'emploi. On a vu que le taux de 6%, il a du mal à être atteint dans beaucoup d'entreprises sur la capacité à accepter des personnes en situation de handicap, même si France Travail a fait un effort avec Cap Emploi et qu'on a bien vu que, moi je suis sur un territoire où on recrute beaucoup, donc ça a poussé les entreprises, notamment avec le double encadrement, le double accompagnement des personnes en situation de handicap. Le risque aujourd'hui avec la remontée du chômage n'est-il pas qu'on risque de reperdre le bénéfice qu'on a acquis dans certains territoires? Et la dernière chose, c'est par rapport aux inégalités territoriales. Quand on a des gens qui sont limitrophes de 2 départements et qu'on n'a pas la même réponse sur les 2 départements limitrophes, ça devient Kafka pour les familles. Et ça, je pense que c'est pas possible au bout d'un moment de rester sur ce système qui n'est pas lisible pour des familles dont le parcours est compliqué. Je vous laisse répondre. Merci Madame la Présidente. Alors, sur la question du dossier MDPH, c'est un sujet auquel j'ai voulu m'atteler dès que j'ai été nommée en septembre 2024, parce que étant
parlementaire et conseillère départementale également dans le département du Nord, je recevais régulièrement des appels à l'aide, on pourrait dire des familles face à la complexité, la lourdeur des dossiers. Et je crois que tous les parlementaires ici présents sont destinataires de ces appels à l'aide. Et donc moi, j'ai souhaité qu'on puisse s'atteler à ce problème en partant vraiment du vécu des personnes, des familles, de leurs attentes, de ce qu'elles souhaitaient pour qu'on y remédie, mais aussi en intégrant le point de vue des professionnels qui travaillent au sein des MDPH. Et donc, c'est pourquoi j'ai entrepris ce qu'on a appelé notre tour de France des solutions des MDPH, parce que j'avais pu aussi constater que, comme vous le disiez, d'un département à un autre, on a des délais de traitement très différents, on a des pratiques différentes, on n'a pas les mêmes outils, etc. Ce Tour de France, il m'a permis d'aller à la rencontre donc de personnes en situation de handicap, des usagers, des MDPH, des familles, des proches aidants et des professionnels. Et ça nous a permis de finalement bien cerner quelles étaient les attentes et les mesures qui pouvaient être envisagées. Et ces mesures, on les a travaillées avec la direction à la transformation publique qui nous aide à moderniser, à rechercher les voies de passage de modernisation des outils. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement beaucoup de choses qui pouvaient être vues de façon assez simple parfois et rapide, et d'autres qui nécessitaient d'ouvrir des chantiers assez conséquents. Alors, je ne sais pas si je vous cite les 18 mesures, mais ce que je peux vous dire dans l'état d'esprit, c'est qu'on a construit, à partir de ces travaux, 4 axes de mesures. Un premier axe autour de l'allègement des démarches, et il y a des choses très simples, comme le fait que certains droits doivent être notifiés à vie et sont déjà inscrits dans la loi, mais que cette obligation légale n'est pas appliquée de façon uniforme partout. Déjà, c'était de rappeler, je l'ai fait vraiment aux côtés du président de l'Association des départements de France, pour bien rappeler la règle, aussi bien sur ce droit-là que sur d'autres droits qui sont supposés être pérennes. Et ensuite, on a tiré aussi le fil d'autres droits dont on considérait qu'ils pouvaient se rendre là aussi attribués de façon durable. C'est le cas de l'allocation pour les enfants en situation de handicap lorsque on est sur la situation d'un handicap irréversible. Donc là, sans énumérer toutes les mesures, mais c'est vraiment certaines mesures qui peuvent aller très vite, d'autres qui nécessitent des décrets et donc tous les process de consultation et de validation, ou du législatif, et donc qui renvoient à un travail plus long, mais qui font l'objet ensuite d'un tableau de suivi avec un calendrier, un échéancier que je suis de près. Il y a un deuxième axe qui est autour de écouter, orienter et accompagner les personnes. C'est une des choses qui nous a été beaucoup remontée, le sentiment de dépassement face à la complexité du dossier, face à la complexité de comprendre la galaxie des acteurs. Et donc, nous avons décidé de mettre en place un rendez-vous primo-demandeur, donc pour les familles ou les personnes qui font pour la première fois leur dossier, pour vraiment mettre de l'humain en face des humains et permettre qu'il y ait un accompagnement pour remplir les dossiers. Dossier qui, par ailleurs, fait l'objet d'un travail avec les associations représentatives des personnes en situation de handicap pour qu'il soit revu. Moi, je veux qu'il soit vraiment nettement simplifié, allégé pour qu'on aille droit au but. Et aussi qu'il soit beaucoup plus numérisé, parce que une des choses qui m'avait un peu stupéfaite, c'est qu'aujourd'hui, on a encore 80% des dossiers qui sont remis au MDPH en version papier, donc qui nécessitent un travail de saisie, alors même que l'outil numérique existe. Donc on a aussi un travail à booster sur le remplissage pour gagner du temps, mais il faut aussi améliorer déjà en amont le formulaire qui est particulièrement lourd et complexe.
On a aussi, dans un axe 3 intitulé « Simplifier et réduire les délais », identifier des bonnes pratiques que font les MDPH pour simplifier et accélérer le traitement des dossiers. Et notamment, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'expérimenter l'IA dans certains territoires. Non pas pour faire l'analyse des données, mais pour faire l'analyse de la complétude des dossiers. Ce qui permet d'aller déjà plus vite pour se dire, bon voilà, et de pouvoir envoyer rapidement un message aux personnes pour dire il vous manque telle pièce. Et aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas une bonne interface qui fonctionne entre la personne et l'agent de la MDPH. L'agent de la MDPH ne peut pas savoir si la personne a renvoyé le dossier, s'il est complet, sauf à rentrer dans le dossier, mais elle n'a pas de système d'alerte. Quand elle envoie finalement le courrier après traitement, la famille met du temps avant de savoir qu'il manque une pièce, alors que parfois elle pourrait le savoir tout de suite. Enfin, voilà, tout ça, ça doit être amélioré grâce au rendez-vous primo-demandeur et puis un certain nombre d'outils informatiques qu'on met en place. Et il y a un axe 4 autour de soutenir les agents des MDPH et moderniser leurs outils. Donc, j'ai évoqué l'IA, mais on a aussi besoin d'un système d'information des MDPH. Tout ça, ça fait l'objet aussi de financements qui sont prévus dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, c'est pour vous dire aussi que ça fait partie de l'engagement que le gouvernement souhaite tenir pour qu'on aille plus vite, qu'on soit plus efficace. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui un système d'information qui ne permet pas de mutualiser les données et de les partager d'une MDPH à une autre. Et ce qui fait qu'on a ce problème que vous évoquez, que quand les personnes changent de département, on recommence tout à zéro. Nous, ce qu'on veut, c'est que le dossier puisse être transportable d'un département à un autre. On est en train de travailler et d'expérimenter aussi une révision des certificats médicaux pour pouvoir faciliter la transcription de la vision que le médecin donne dans son certificat, dans son avis médical qui est remis ensuite à la commission d'évaluation. Et également pour tester le fait d'ouvrir à d'autres professionnels de santé. Donc tout ça, ce sont des chantiers qui sont enclenchés, engagés avec les services de l'État, avec les ARS, aussi avec l'ADF qui est partie prenante et les représentants des personnes en situation de handicap. Je fais très vite, mais on pourra revenir dans le détail si vous le souhaitez. Sur l'école inclusive, oui, vous avez évoqué la question de comment les enfants sont scolarisés, à quel taux, etc. Ça dépend aussi des besoins des enfants. Et ce vers quoi on s'oriente, c'est de faire en sorte qu'on puisse, avec le médico-social, permettre l'inclusion de l'enfant à l'école dans les conditions qui lui correspondent. Donc ça veut dire qu'on veut permettre qu'un enfant puisse être présent parfois à l'IME parce qu'il y a un intérêt pédagogique et relatif à son handicap à ce que ça soit le cas et à ce que parfois il soit en classe dans certaines situations. Ça peut être un enfant qui va en dispositif Ulysse et qui alterne des temps dans le dispositif et des temps dans sa classe de référence. Donc il y a vraiment des formules assez diverses d'accompagnement. Et ce que nous voulons déployer, ce sont les pôles d'appui à la scolarité qui doivent permettre de renforcer. D'abord, c'est un renforcement des effectifs auprès des enfants en situation de handicap. Un pôle d'appui à la scolarité, c'est 2 équivalents temps plein du médico-social et un équivalent temps plein d'enseignants spécialisés qui connaissent le handicap, qui sont en capacité, à une petite échelle territoriale, de rencontrer les enfants, les équipes éducatives, les parents, pour rapidement, quand on identifie un enfant avec un besoin particulier, pouvoir accompagner sur quel parcours il faut enclencher pour l'enfant, quelles solutions on peut mettre en place tout de suite pour lui faciliter l'inclusion, quelles solutions nécessitent de mobiliser des effectifs particuliers du médico-social ou quelles solutions nécessitent un passage par la MDPH pour avoir une notification plus complète. Donc ça, on l'a expérimenté en 2024.
Vraiment, ce sont des dispositifs auxquels je crois beaucoup et qui apportent beaucoup de soutien aux enseignants, mais qu'il nous faut encore déployer. Et nous avons fait le choix. On en a expérimenté 100 en 2024. On monte à 500 depuis cette rentrée scolaire. Dans une quinzaine de départements français. Et l'objectif, c'est qu'on puisse, à la prochaine rentrée, complètement généraliser le dispositif et permettre que, à la fois les enfants, les enseignants, mais aussi les AESH, puissent bénéficier du soutien de ces équipes vraiment de proximité. Et tout ça vient compléter les offres de solutions supplémentaires que j'évoquais tout à l'heure. Et puis nous continuons à recruter des AESH avec, c'est vrai, une difficulté parce que finalement nous constatons que le nombre de notifications d'AESH va croissant, alors que parallèlement on a un nombre d'enfants scolarisés qui diminue. Alors ça veut dire sans doute qu'on détecte mieux les besoins des enfants, mais on est vraiment dans une démarche de chercher à répondre à ces notifications, mais pas uniquement aux notifications d'AESH, mais aussi d'aller apporter vraiment tout un panel de solutions en complément et de venir en soutien des AESH. Le but, c'est qu'elles soient vraiment partie prenante, je dis elles parce qu'on sait que c'est beaucoup de femmes, qu'elles soient partie prenante de ces équipes. Et nous avons demandé avec le ministre de l'Éducation nationale une mission d'étude sur les AESH et nous allons recevoir prochainement les conclusions de cette mission et les conclusions aussi d'une mission sur les IME qui vont nous permettre là encore de continuer à améliorer nos dispositifs sur l'école inclusive. Ensuite, vous avez évoqué les problématiques liées à l'emploi. Il est vrai que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap a beaucoup augmenté ces dernières années en parallèle d'un recul du taux de chômage général. Maintenant, c'est vraiment la mobilisation de l'ensemble des services de l'État. Et donc, j'évoquais France Travail avec les Cap Emploi qui sont au plus près des demandeurs d'emploi en situation de handicap pour les accompagner dans leur démarche. Et nous travaillons avec la GFIP aussi à mieux intégrer la complétude de ces réponses. Et nous avons fait le souhait aussi d'intégrer le dispositif d'emploi accompagné au sein de France Travail, au sein des services de France Travail, pour avoir une offre, j'allais dire, très complète des dispositifs d'appui. Et puis, on peut aussi s'appuyer, je pense qu'il faut le souligner, le saluer, sur des entreprises qui sont particulièrement engagées. On a le collectif des entreprises engagées, on a le collectif handicap qui sont aussi particulièrement mobilisés pour montrer la voie du recrutement des personnes en situation de handicap. On peut souligner aussi que nous poussons des expérimentations comme celle que nous menons et qui est unique en Europe, qui consiste à accompagner des personnes autistes sévères, à la fois dans l'emploi et dans leur logement. Et que ce que l'on peut constater dans les premiers temps de cette expérimentation, c'est que cela fonctionne. Et par ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir démontrer, comme le souhaitent les personnes en situation de handicap, que celles-ci ont beaucoup à apporter dans l'entreprise et souhaitent pouvoir exprimer pleinement leur motivation et leurs compétences en entreprise. Donc c'est aussi un travail de mobilisation générale des acteurs que sont les entreprises, les employeurs en général, ainsi que de l'ensemble des acteurs du service de l'emploi.
Alors le rapporteur de cette commission d'enquête, eh bien, c'est Sébastien Saint-Pasteur. Il est socialiste, c'est lui qui est à l'initiative de cette commission d'enquête. Il estime que la prise en charge du handicap et de la santé mentale en France est défaillante, chiffres à l'appui. Une situation liée, dit-il, au manque de moyens et à un défaut de transparence qui bafoue, selon lui, le droit à l'éducation de ses enfants et pèse lourdement sur les familles dont certains membres doivent parfois arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants en situation de handicap. Alors comment expliquer un tel écart entre les chiffres donnés par le gouvernement et la réalité du terrain? Eh bien le rapporteur s'indigne, la ministre s'explique. Retour en séance, à tout à l'heure. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la mesure avec laquelle dans laquelle vous inscrivez vos propos pour décrire les politiques publiques dédiées au handicap qui sont en effet interministériel par essence et qui concerne énormément de ministères. Il n'empêche, je ne peux m'empêcher de soulever une certaine forme de dissonance entre le discours, je vais reprendre certains de vos termes, le respect de l'autodétermination, les 50 000 solutions, la volonté de garantir la dynamique d'effort sur l'école inclusive, et ce que l'on constate aujourd'hui sur le terrain, ce que l'on constate également à travers les auditions qui ont été menées dans cette commission d'enquête. Pour illustrer le propos, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, je vais aborder 3 thématiques sur 4 points précis. La première thématique est celle de l'école. Elle concerne beaucoup de questionnements. Madame la Présidente a évoqué la difficulté que nous avions d'avoir des chiffres sur l'effectivité de l'accompagnement, mais nous en avons quand même eu, par le biais de la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, sur les défauts d'accompagnement à la rentrée dernière. Et ce que l'on constate, entre 2025 et 2024, la photographie a été prise au même moment, la DGESCO signale, les chiffres nous ont été transmis la semaine dernière, près de 50 000 enfants sans solution d'accompagnement à la rentrée 2025 contre 36 000 en 2024, ce qui dénote une dégradation assez significative et qui est en décalage, en dissonance avec les efforts qui sont consentis, selon vos propos, pour l'école inclusive. De plus, vous avez parlé du système d'information harmonisée des MDPH, on pourrait parler d'un système d'information harmonisée de l'école inclusive parce que les départements, on a du mal à comprendre pourquoi dans les Bouches-du-Rhône, 16 000 enfants en situation de handicap accompagnés, 6 000 sans accompagnement. On est sur un département de 2 millions d'habitants et pour le département du Nord, que vous connaissez bien, population de 2,6 millions d'habitants, 12 000 enfants en situation de handicap qui ont une notification AESH et seulement 132 qui sont sans solution à la rentrée. Donc on a des chiffres qui sont totalement incohérents, qui suscitent quand même des questionnements majeurs. Alors j'ai pris le Nord et le Sud pour avoir 2 points un peu de différence, mais en gros on a une problématique de diagnostic et je dirais même de pilotage de l'école inclusive. On recevra le ministre de l'Éducation jeudi, mais ça ne cesse de me surprendre et honnêtement, je comprends qu'on puisse avoir des critiques très fortes sur l'école inclusive, au-delà des délais de traitement, au-delà des moments où la notification est opérée. En tout cas, c'est relativement vertigineux et la trajectoire n'est pas bonne. Deuxième point d'étonnement sur la question de l'emploi, avec 2 exemples. La question des entreprises adaptées. Une étude qui a été formulée par KPMG, qui a été validée par la Cour des comptes, démontre que la plus-value en termes de coûts évités se chiffre entre 10 et 12 000 euros par emploi accompagné dans le cadre d'une entreprise adaptée. Et on constate, dans le cadre des débats budgétaires que nous allons aborder, une baisse des financements aux entreprises adaptées, alors que la plus-value est objectivée et démontrée par la Cour des comptes, qui n'est pas avare de critiques quand les dispositifs ne sont pas opérants. Il en va de même sur le dispositif d'emploi accompagné, dont on connaît les externalités positives en termes de sortie vers l'emploi, et qui ne connaît pas le développement qui était espéré. Et honnêtement, on ne peut pas comprendre, parce qu'une personne en situation de handicap, elle aspire à un droit à la normalité, pour aller à l'école, pour travailler, pour avoir accès aux loisirs, à la culture. Donc, nouveau point d'étonnement. Sur le logement inclusif, idem. On voit qu'il y a eu un coup de frein sur le développement du soutien à l'accompagnement à la vie partagée, alors qu'on sait, ça a été également étayé,
que le logement inclusif coûte 20 à 30% moins cher que l'institution ou les établissements médico-sociaux. Et donc, la volonté, ce n'est pas uniquement de dire il faut plus de moyens, il faut faire plus. On est dans cette commission d'enquête dans une logique de coût évité. Sur l'école, on sait très bien que la déscolarisation, les ruptures de parcours vont avoir des incidences majeures sur la réussite éducative des jeunes qui sont concernés. Sur les 3 autres dispositifs, on voit que ça correspond à la fois à l'expression du projet de vie des personnes et à la fois à une possibilité de coût évité, peut-être pas à très court terme, mais à moyen terme pour les personnes qui sont concernées. Et donc, Madame la Ministre, je vous demande comment expliquer sur ces 4 points, à la fois sur l'école inclusive, de tels décalages et une telle absence de pilotage des politiques publiques, et sur les 3 autres exemples que j'ai cités, mais qui pourraient être énumérés à l'envi, pourquoi des dispositifs qui fonctionnent, qui sont moins chers, ne sont pas plus soutenus par le gouvernement aujourd'hui dans la période budgétaire difficile que nous traversons. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Vous avez raison de souligner qu'il y a encore du chemin, et ça, je le nie pas du tout. Je vous rejoins aussi sur la difficulté parfois à obtenir des chiffres, à piloter des chiffres. C'est pour ça que j'évoquais la complexité aussi en amont, notamment liée au fait qu'on partage ces politiques entre État et département. Qu'on a des systèmes d'information qui sont parfois encore pas tout à fait à la hauteur, et la CNSA investit progressivement dans ces éléments. Donc c'est ce qui est à l'œuvre, mais qui prend du temps. Toujours est-il qu'il y a quand même certaines données et qu'on s'appuie aussi sur ces données pour avancer. Mais je nie pas que on a encore évidemment beaucoup de situations sur lesquelles il y a encore des réponses à apporter. Pour autant, il ne faut pas non plus nier ou sous-estimer l'engagement et l'investissement qu'il y a pu avoir pour apporter ces réponses, et la mobilisation qu'il y a pu avoir dans nos politiques pour progressivement pallier à ces besoins. Quand j'évoquais les 50 000 solutions, c'est un budget d'1,5 milliard. Il n'y a jamais eu autant de mobilisation de moyens financiers pour répondre et créer des solutions pour les personnes en situation de handicap. Sur les AESH, là aussi, on a énormément progressé dans le nombre. On en a recruté depuis 2017 67% en plus. Si je reprends les chiffres, on avait en 2017 53 800 ETP d'AESH. En 2025, 140 000 ETP. Donc vous voyez que on a plus que doublé, on a presque triplé en fait le nombre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie volonté d'apporter les solutions aux enfants en situation de handicap. Donc vous avez évoqué tout à l'heure que effectivement la DGESCO vous a indiqué 50 000 enfants sans solution. Alors c'est pas exactement des enfants sans solution. Ce sont des enfants qui ont une notification AESH, mais qui aujourd'hui soit n'ont pas d'AESH, soit n'ont pas le nombre d'heures prévues d'AESH. Donc on essaie de pallier à cette situation en continuant nos recrutements d'AESH. On a un objectif de plus de 1000 sur 2025. Et dans le budget 2026, on continue d'avoir cet enjeu pour, en tout cas, ces projets de recrutement supplémentaire d'AESH. Il n'y a pas de frein là-dessus. Simplement, comme je vous évoquais, on est quand même aussi dans une situation où on a un nombre de demandes d'AESH et de notifications d'AESH qui galopent. Et donc, c'est difficile de réussir à rattraper à chaque fois le gap, puisque, comme je vous le disais, ce nombre continue d'augmenter alors que nous continuons d'augmenter aussi les recrutements. Et tout ça alors qu'on a moins d'enfants en âge d'être scolarisés. Donc la volonté est là. Ensuite, je ne nie pas non plus qu'on a parfois des difficultés de recrutement
ou d'organisation de la planification du travail des AESH et de fidélisation de ces AESH. C'est pour ça qu'on a aussi demandé cette mission avec le ministre de l'Éducation nationale pour regarder concrètement les leviers qu'on pouvait avoir pour permettre en tout cas de rendre ces emplois plus attractifs et en les impliquant davantage dans les équipes pédagogiques. Donc, on va avoir lors du prochain Conseil national de l'école inclusive un focus qui sera fait comme on le fait chaque année sur la situation et sur les mesures à mettre en place. Je vous redis aussi ce que j'évoquais tout à l'heure sur les pôles d'appui à la scolarité qui sont aussi des solutions d'accompagnement supplémentaires que nous apportons. Donc je veux vraiment vous le redire. La volonté, elle est là et on a besoin d'améliorer notre pilotage. C'est ce à quoi nous œuvrons avec l'éducation nationale et avec la CNSA pour avoir des outils qui soient plus fiables. C'est difficile aussi de trouver l'équilibre entre avoir le bon reporting, le bon niveau de reporting avec les établissements sociaux et médico-sociaux, sans alourdir non plus les charges de remontée d'informations, étant donné qu'on veut travailler aussi de plus en plus sur de la souplesse pour les parcours. Et donc un enfant, à terme, ce que l'on souhaite, c'est qu'il puisse avoir une adaptation de son temps à l'école, de son temps en accompagnement médico-social, qui varie en fonction de ses besoins, et pas uniquement qui reste dans un cadre un peu rigide d'une notification. Donc c'est un petit peu tout ça qui est à l'œuvre. Ensuite, il y a eu une proposition de loi récemment, la proposition de loi de Julie Delpech, qui prévoyait qu'on intègre aussi un meilleur travail de suivi d'indicateurs partagé avec les parlementaires. Cette proposition de loi doit revenir maintenant au Parlement. Elle doit aussi d'ailleurs ancrer dans la loi les pôles d'appui à la scolarité. Donc je souhaite vivement qu'elle puisse faire son chemin et qu'on puisse continuer à avancer. Sur les entreprises adaptées, on maintient les dotations qui sont allouées à ces entreprises. On fait un surgel sur l'aide au poste, mais globalement, ce que je constate, alors c'est vrai qu'on est dans une démarche effectivement de contenir certaines dépenses, et je vous rejoins sur le fait qu'il faut qu'on soit prudent. C'est pour ça qu'on est quand même prudent dans l'impact qui a été prévu dans le budget sur ces entreprises adaptées, qui restent pour nous un modèle auquel on croit et sur lequel on souhaite continuer à investir, et on continue d'investir et à soutenir les aides au poste dans les entreprises adaptées, dans un contexte contraint financièrement. Maintenant, je redis ce qu'a dit le Premier ministre, le budget est sur la table, on va en débattre, et on va longuement en débattre, et le Parlement ensuite votera et fera les choix qu'il souhaite, mais l'engagement en matière d'emploi et d'emploi accompagné, il demeure et il est présent. Sur l'emploi accompagné, je vous rejoins sur le fait qu'il n'a pas été au rendez-vous du résultat escompté. On avait un objectif de 30 000 personnes en emploi accompagné l'année dernière, et on atteignait péniblement 10 000. Le constat, non, c'était pour 2024. Le constat qu'on a fait, c'est que une des problématiques résidait dans le fait que le dispositif, dans son mode de fonctionnement, en étant rattaché aux ARS et avec les mécaniques reliées au projet de loi de financement de la sécurité sociale, rendait assez complexe en termes d'ingénierie administrative le recours à ce dispositif pour les entreprises. Ce qui fait que c'est un peu que des entreprises assez outillées en RH et en ressources administratives qui pouvaient y recourir, ou qui avaient bien compris la mécanique.
Donc la décision que nous avons prise, à l'époque avec Astrid Panos-Tiambouvet, ancienne ministre du Travail, c'est de faire en sorte que le dispositif d'emploi accompagné revienne dans le giron de France Travail. Parce que France Travail est un interlocuteur plus habituel, plus direct pour les entreprises, et donc ça permet que ce soit France Travail qui pilote cet outil. Et ce type de réponse, et ce qu'on souhaite, on a assez confiance sur le fait que désormais ça permettra d'être mieux utilisé. Donc il n'y a aucun recul sur l'emploi accompagné, en tout cas dans notre vision, c'est plutôt on simplifie son mode d'utilisation pour faire en sorte que les entreprises aillent chercher ce dispositif. Et ce dispositif, il est très important, il est très utile parce que parfois, on constate, et ça rejoint un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait pour convaincre les entreprises de recruter des personnes en situation de handicap. Parfois, on constate qu'on a, pour certains handicaps, un peu des freins des entreprises qui ont du mal à passer le cap de recruter une personne en situation de handicap. On voit pour les handicaps psychiques en particulier. Ce dispositif, il permet un peu de rassurer tout le monde en faisant qu'on ait un professionnel du médico-social qui est présent en accompagnement de l'entreprise et de la personne pour aider à ce que le handicap et ses impacts sur les besoins de la personne pour pouvoir faire son travail dans les meilleures conditions puisse être vraiment bien pris en compte, bien accompagné. Et ça fonctionne bien puisque progressivement, ça permet de stabiliser la personne dans son emploi et de faire en sorte que l'entreprise ait un moyen de recours si à un moment donné, la situation ne va plus et qu'il faut se reparler. On est beaucoup en matière d'emploi des personnes en situation de handicap dans une volonté de décloisonner, dans la même logique que l'école, le médico-social du monde de l'entreprise et du service public de l'emploi. Le but, c'est vraiment que le médico-social puisse venir auprès des personnes dans l'appui à leurs projets professionnels avec des formes différentes et même qu'il puisse y avoir des allers-retours le cas échéant pour des personnes, par exemple en ESAT, qui, dans leur parcours en ESAT, découvrent des activités, découvrent et construisent leurs projets professionnels, se lancent dans l'emploi ordinaire avec le soutien de l'ESAT, de France Travail et des différents acteurs, et puis expérimentent des situations, reviennent dans l'ESAT si elles le souhaitent ou continuent son parcours en milieu ordinaire. C'est vers ça qu'on tend, et c'est au travers de conventions ad hoc que l'on déploie ces outils. Merci Madame la Ministre. Comprenez que je suis quand même beaucoup sur ma faim par rapport à la réponse que vous avez adressée sur l'école inclusive. On parle de 500 000 enfants concernés, plus de 320 000 qui sont accompagnés par une AESH, et le chiffre qui a été donné par la DGESCO, je parle bien des enfants qui sont en attente d'accompagnement par une AESH à la rentrée dernière. Le chiffre se dégrade. Je suis désolé de le dire aussi frontalement, mais c'est quand même hallucinant et ça doit être certainement violent à entendre pour les personnes qui sont en attente d'accompagnement, c'est pas de votre ministère en direct, donc j'en parlerai au ministre concerné jeudi prochain, mais d'avoir une si faiblesse du pilotage sur un volume de cette nature. Malgré les efforts qui ont été consentis, on voit bien sur le terrain, quand vous parlez avec les directeurs de collège, les principaux de collège, pardon, avec les responsables au sein des académies, que le pilotage, en fait, il est absolument pas satisfaisant à la hauteur des enjeux. Et le développement des accompagnements et des demandes qui sont formulées d'avoir une AESH, c'est aussi le reflet des difficultés qui sont rencontrées à l'école par les enfants et les familles, qui souvent, par déficit d'adaptation, par déficit d'inclusion en milieu ordinaire, demandent des surcompensations, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il me semble falloir développer plus qu'un rapport. Je pense qu'il faut une action extrêmement énergique pour faire la transparence sur ces chiffres. Le but, c'est pas d'être dans la critique pour critiquer, être dans l'opposition pour s'opposer. Je pense qu'il y a aujourd'hui besoin de changer d'échelle par rapport à l'efficacité de la mise en œuvre de ces dispositifs, parce que vous avez vous-même, quand vous étiez député, rencontré probablement des dizaines de familles qui étaient sans solution. C'est le quotidien des parlementaires et ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité vécue par les familles. Je n'ose imaginer si en tant que parent,
on mettait son enfant à la rentrée scolaire et qu'on vous disait désolé, il n'y a pas de prof pour vous prendre en charge aujourd'hui, vous devrez attendre jusqu'à octobre, novembre pour avoir une AESH, et c'est pourtant la réalité vécue par des dizaines de milliers de familles, et on constate une aggravation, c'est ça qui m'inquiète le plus. Ce passage de 35 000 à 50 000, il doit nous alerter très fortement et nécessiter une mobilisation beaucoup plus forte des acteurs sur ce sujet. Et moi, j'attends avec impatience l'audition de jeudi pour que le ministre de l'Éducation nationale, qui connaît bien ces enjeux, je le pense, puisse répondre, parce que franchement, on n'est pas du tout à la hauteur des discours qui sont tenus sur l'école inclusive aujourd'hui. Ça, je veux quand même répondre à ça, hein, monsieur le rapporteur, parce qu'on n'est pas dans le discours. On est aussi dans les actes. Quand je dis qu'on recrute entre 2017 et 2025 presque 100 000 AESH en plus, c'est un fait, c'est factuel. Alors, j'entends ce que vous dites et je le partage en plus, parce que moi aussi, ça me pèse qu'on n'arrive pas à répondre à toutes les notifications qui apparaissent. Je vous expliquais la difficulté de suivre à la fois l'évolution des notifications, qui est très très importante, et en même temps le rythme de recrutement qui serait nécessaire. Et il faut aussi reconnaître que par les actes, même si je veux vraiment le redire, je vois, et ça me fait aussi mal, de voir qu'il y a des familles pour lesquelles il y a encore des attentes de réponse. Mais il y a aussi plus de 90% aujourd'hui des enfants qui ont une notification AESH qui bénéficient bien d'une AESH. Pas toujours avec exactement le nombre d'heures identifiées au départ, mais bénéficient en partie ou tout ou totalement de la notification. Donc ça ne traduit pas une réussite, et je ne suis pas en train du tout de me gargariser, mais ça traduit une volonté qui est factuelle, qui se voit dans les chiffres. Mais moi, je ne veux pas parler de chiffres, j'entends la détresse des situations qui sont vécues, et je veux vraiment vous dire que c'est à ça qu'on s'attelle. Mais au-delà des AESH, c'est aussi d'autres solutions du médico-social qui sont apportées. Ce sont les pôles d'appui à la scolarité, et je peux vraiment vous dire, et on a fait lors du dernier Conseil national de l'école inclusive témoigner les professionnels qui œuvrent au sein de ces nouveaux pôles, à quel point ça vient en soutien parfois de demandes qui n'étaient pas satisfaites. Donc c'est une réponse du médico-social qui est forte, qui est puissante et que nous déployons, mais qui nécessite, de recruter. C'est pas une question, c'est même pas tant une question de moyens qu'une question vraiment de faisabilité après concrète, de pouvoir continuer le rythme de recrutement. C'est pour ça que j'ai insisté en préambule pour dire que l'engagement du gouvernement, il demeure très fort, parce que dans ce contexte contraint, nous continuons de créer des mesures nouvelles d'appui médico-social, y compris dans l'école, d'appui médico-social pour les enfants en complémentarité avec l'école, de dispositifs ULIS, d'unités externalisées pour les enfants autistes, et progressivement, nous répondons à ces besoins. Mais il est vrai qu'il y a encore des besoins à couvrir. Mais je veux vraiment insister sur le fait que la volonté est là et qu'elle se traduit à la fois dans les chiffres et dans les faits. Merci Madame la Ministre. Moi j'avais 2 ou 3 questions supplémentaires sur les entreprises adaptées. On va avoir le sujet en discussion dans le cadre du PLFSS. Et on avait évoqué pour les entreprises d'insertion la possibilité d'attribuer des aides en fonction du taux de sortie positive. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable sur les entreprises adaptées ou pas, de manière à cibler les aides sur des entreprises qui sont plus efficaces? Je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui peut intervenir. L'autre chose, c'était sur la portabilité des droits.
c'est quelque chose qu'on avait évoqué avec les jeunes, les personnes qui sont en ESAT, d'avoir leur sac à dos d'aide qui pouvait transporter de l'ESAT jusqu'à une entreprise. On s'aperçoit qu'en fait, on ne l'a pas dans des changements d'entreprise pour des personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est quelque chose qui serait réalisable et qui serait sûrement aidant pour éviter là aussi de refaire les mêmes demandes d'aide technique dans l'accompagnement à l'emploi? Et la dernière chose, c'est sur l'accès aux droits pour les gens qui passent du statut de handicap à la retraite, qui ont souvent une rupture de droits avec une attente de versement de leur retraite qui peut demander plusieurs mois, donc ils se retrouvent sans ressources. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation-là? Sur la question de l'accès aux droits pour les personnes qui passent à la retraite, ça fait partie des problématiques que nous avons identifiées justement à l'occasion de ce tour des solutions des MDPH et qui fait partie des mesures correctives que nous avons identifiées pour simplifier aussi les démarches et éviter qu'il puisse y avoir des ruptures au moment de l'accès aux droits. Donc le problème est bien dans le viseur. Sur vos deux autres questions, j'ai juste l'identification qu'il y a des travaux qui sont en cours sur le sujet, mais dont je n'ai pas eu le retour pour l'instant. Mais ce que je veux vraiment bien faire pour vous, Madame la Présidente, et pour les membres de la commission d'enquête, c'est vous fournir, peut-être vous transmettre par écrit l'état d'avancement des réflexions sur ces deux questions, si ça vous convient. Merci à vous. Monsieur le rapporteur. Ah, pardon. Oui, madame, moi je me permets juste, c'est parce que le temps file, on a une autre audition et vous devez avoir un emploi du temps très chargé dans cette période. Juste vous inviter, mais je sais que vous y êtes sensible, à regarder vraiment l'efficacité des choses. Là, par exemple, on a eu un débat sur les AESH où on voit bien que les problèmes de recrutement sont liés, on le sait tous, aux statuts qui sont précaires, à la paye, qui est en fait c'est un emploi de repli. Et à un moment donné, il faut peut-être aussi travailler sur l'amélioration de l'adaptation des enseignements à l'école. On a des demandes, par exemple, dans les troubles 10, qui pourraient avoir des réponses si les enseignements étaient plus adaptés. Alors ça veut dire qu'il faut avoir des changements peut-être de logiciels au niveau de l'école qui ne sont pas encore présents au rendez-vous et qui permettraient aussi de desserrer cette pression qu'il y a sur l'augmentation des AESH, je le répète, qui sont souvent le reflet d'une demande d'accompagnement pour faire face en fait aux difficultés dans la vie quotidienne de l'élève à l'école par rapport à des professeurs qui sont peut-être trop conservateurs. Je sais que le travail des professeurs est exceptionnel, mais des fois c'est souvent en fait la raison d'une demande en fait de reconnaissance de droits, même si ça n'a pas de réalité. Cette reconnaissance de droits au niveau de la MDPH, elle est souvent adressée par les familles là-dessus. Et on a vu, j'ai cité quelques exemples sur le logement inclusif, sur l'emploi accompagné, sur les entreprises adaptées. C'est des pépites auxquelles il ne faut pas toucher parce qu'en fait, en gros, pas à très très court terme peut-être, mais à moyen terme, on voit qu'il y a des externalités positives extraordinaires et d'un point de vue budgétaire, c'est très conséquent. On pourrait parler des TND, on a eu des auditions qui ont été fantastiques et pour conclure, moi je vous appelle, mais en tant que ministre, et puis j'en parlerai aux autres ministres concernés, peut-être à ouvrir la boîte noire de beaucoup de choses. Je prends un exemple, on a reçu Autisme France qui regretter de ne pas avoir accès aux formations qui sont diligentées au niveau des professeurs des écoles ou au niveau des AESH. Et pour eux, c'est quelque chose d'important parce que ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui est inculqué aux AESH, aux professeurs pour l'accueil des enfants en situation de handicap porteurs de troubles du spectre autistique. Ça permettrait aussi de rétablir la confiance. Je pense que cette transparence, je l'ai demandé dans les chiffres. Aujourd'hui, très honnêtement, on ne peut pas être satisfait de l'état des lieux et des chiffres qui nous sont donnés par la DGESCO collectivement. Et c'est aussi le cas dans certains points. Et je pense que ça pourrait améliorer aussi concrètement la compréhension mutuelle entre les pouvoirs publics et les personnes qui sont concernées par ces situations. D'abord, vous dire que aucun problème de transparence. Toutes les données dont on peut disposer, on les donne.
Et c'est l'objet aussi du Conseil national de l'école inclusive. La problématique, c'est d'améliorer les indicateurs, leur réception, leur diffusion. Je suis tout à fait d'accord. Aucun problème de transparence et aucun non plus problème à donner à voir en quoi consiste la formation des enseignants. Et évidemment, le ministre de l'Éducation nationale sans doute le dira. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la question de la formation des enseignants est très clairement, qu'elle soit initiale ou continue, est très clairement identifiée comme un levier et que se déploie de la formation aux différents handicaps pour permettre justement d'apporter aux enseignants les compétences ou les outils pour pouvoir accompagner au mieux les enfants en situation de handicap en tant qu'enseignants. De même pour les AESH. Et il y a un pan d'amélioration identifié pour ça, mais la formation en est effectivement un levier. Et vous évoquiez toutes les autres solutions que le médico-social doit pouvoir apporter en plus de l'AESH, et qu'effectivement le recours à l'AESH peut être parfois identifié, enfin, comme vous le disiez, comme je recours à une AESH parce que sinon on ne sait pas du tout m'accompagner. C'est comme ça qu'on répond aux besoins. Mais tout ce panel d'autres offres, c'est ce qu'on apporte via les 50 000 solutions et c'est ce que l'on apporte via les pôles d'appui à la scolarité. Vraiment, les pôles d'appui à la scolarité sont une clé majeure d'apport de réponse plus rapide, plus proche des personnes, plus adapté et en soutien des équipes éducatives, des AESH et auprès des parents. Donc ce déploiement, enfin, vraiment, on a identifié que ça, c'était ce vers quoi il fallait aller, c'est compléter toute l'offre de solutions. Et c'est dans cette démarche que nous sommes engagés. Et encore une fois, les financements, c'est du factuel, d'engagement dans ces politiques, sont là. Il y a du chemin, vraiment je le partage avec vous, mais la volonté elle est là et elle se traduit factuellement. Et ces pôles d'appui à la scolarité en sont vraiment un des marqueurs, en plus de tout ce que j'ai évoqué précédemment. J'ai oublié de vous répondre tout à l'heure sur la question de l'habitat inclusif. C'est effectivement, pour moi, un levier énorme et majeur d'inclusion. C'est une réponse aussi que souhaitent les personnes en situation de handicap. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes adultes qui m'expliquent qu'ils n'ont pas envie de rester vivre chez leurs parents, qu'ils ont envie de pouvoir vivre chez eux, d'avoir leur logement, peut-être parfois en coloc ou dans des habitats partagés. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et ce sont des mesures nouvelles, c'est-à-dire des investissements supplémentaires, des dépenses supplémentaires, je souligne parce que dans le contexte de difficultés budgétaires que nous avons, non seulement nous n'avons pas renoncé à créer ces nouvelles solutions, nous continuons de financer celles qui sont créées, mais en plus nous en créons de nouvelles. Et notamment, nous investirons 100 millions d'euros sur l'habitat partagé. Ça traduit aussi une volonté politique forte de progressivement apporter la réponse à nos concitoyens. On a recruté depuis 2017 67% d'AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap, mais le nombre de demandes a explosé par rapport au rythme des recrutements. C'est ce qu'a déclaré Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Elle était interrogée par la commission d'enquête de l'Assemblée qui est chargée d'étudier les défaillances des politiques publiques dans la prise en charge du handicap. Explication insuffisante pour le rapporteur socialiste de cette commission. Il s'agit de Sébastien Saint-Pasteur qui a insisté, vous l'avez entendu, sur le manque d'attractivité de ce métier, problème de statut précaire et de paye insuffisante. Et bien justement, une mission gouvernementale est en cours. Elle doit donner des pistes pour rendre ce métier plus attractif. Ces conclusions sont attendues dans les prochaines semaines. Fin de cet épisode, à très bientôt sur LCP. Ciao, ciao.